et bienvenue à Inspire. Élevez votre potentiel en maîtrisant le secret des plus grands experts. Notre invité aujourd'hui est Johannes de Habsbourg. Johannes est prêtre catholique, penseur, prédicateur, et en plus, il est l'arrière-petit-fils du dernier empereur d'Autriche. Après une formation dans la finance à Saint-Gall, il débute sa carrière dans le banking d'investissement, une carrière très prestigieuse, où il a toutes les raisons d'être fier de cette carrière-là, qui représente toutes les clés du succès selon nos normes classiques et conventionnelles de ce qu'est le succès aujourd'hui, à savoir un gros salaire, une famille, une grosse voiture, bref, il commence cette carrière-là et il décide de renoncer à cette carrière pour donner sa vie au service de son prochain. Johannes, aujourd'hui, va nous parler de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Bonjour Johannes. Bonjour Lorraine, merci. Bonjour à tous. Ça va ? Merci beaucoup Johannes d'être présent ce matin avec nous et nos invités. Est-ce que tu peux raconter à nos invités ce tournant dans ta vie de passer du investment banking, ce qui est quelque chose de, dans la finance, on peut difficilement trouver plus intense, plus prestigieux et plus challengeant, à donner ta vie pour ton prochain? Oui, volontiers. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très très sympa. Moi, je suis vraiment très content d'être ici. Avec, comme on ne se connaît pas, moi, vous voyez, elle a dit des magnifiques mots, Lorraine, qu'on va élever notre potentiel, tout ça. Alors, je suis complètement intimidé parce que moi, je veux juste vous dire une chose, c'est que moi, je suis un peu, on va dire, le nul de base, mais on peut devenir même expert en nullité, parce que vous savez que notre nullité, on peut la vivre bien ou on peut la vivre mal. Bon, alors, donc moi, c'est pas pour vous donner des trucs, des clés, des dispositifs pour le potentiel technique qui est en vous, mais c'est plus, on va dire, le côté souterrain que j'aimerais aborder et par ce petit témoignage. Alors, bien sûr, c'est pas pour vous cacher que moi je suis chrétien, prêtre catholique, donc c'est évident, si je vous raconte mon histoire, ça va parler de Dieu, etc., etc. Mais c'est pas pour dire que ça doit être tout le monde comme ça, c'est juste pour dire, là je pose ce que j'ai vécu moi, et puis qui sait si ça peut vous inspirer comme ça, non, ça marche. Et du coup, tout ça pour dire que, oui, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, je vous raconte un petit peu ma vie en 2 secondes, quoi, parce que, voilà, pour s'inspirer, mais après, ce sera à vous, à la pause, de me raconter votre vie, comme ça, on peut aussi, je peux aussi élever mon potentiel avec vous, voilà. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi dans cette famille quand même assez connue. Donc, pour ceux qui sont européens, ils connaissent certainement les Habsbourg, le dernier empereur d'Autriche, et au fait, moi, à la fois, il y avait cette espèce d'héritage un peu vraiment lourd sur les épaules, quoi, être l'artifice d'un empereur, tout ça, puis en même temps, pas de perspective directe, puisqu'il n'y a plus d'empire, il n'y a plus de trucs, donc qu'est-ce que je vais faire pour, on va dire, dépoter? Vous voyez ce que ça veut dire, dépoter? Ça veut dire faire chauffer sa vie, quoi, enfin, y aller, quoi. Et donc, sans trop réfléchir, en fait, j'avais un peu des espèces de catégories dans ma tête, qu'il fallait réussir, qu'il fallait avoir un gros succès, des trucs comme ça, bon, toute bonne chose, et donc, ce que j'ai commencé par faire, quand j'avais 18 ans, j'ai fait justement des études de finance à Saint-Gall. Donc en gros, vous prenez la Suisse, c'est un arc comme ça. Et en fait, nous on est à un bout de l'arc, l'autre bout de l'arc c'est là Saint-Gall. Et en gros, c'est une super uni où tu peux étudier la finance. Et puis en fait, c'est vraiment connu de façon, on va dire, internationale, etc., etc. Et donc moi, là-bas, j'ai commencé à faire un peu toutes ces études et puis à être un peu rabattu par ce qu'on appelait à l'époque des chasseurs de tête. Ça n'existe plus sous la même forme aujourd'hui, mais c'était des gens qui cherchaient un peu des jeunes recrues, vous voyez, un peu ambitieuses et puis qui cartonnent un peu pour entrer dans la banque d'affaires. Et donc, effectivement, quand j'ai eu 23 ans, je me suis fait recruter par une super banque d'affaires à Paris, une banque américaine. Puis vraiment, c'est un peu genre... Après, je vais quand même rectifier ce que tu as dit, Lorraine, parce que j'ai pas fait une carrière de fou. Pas du tout, mais disons, j'étais dans le rail et avec la perspective. Puis au fait, si aujourd'hui j'avais continué, oui, alors bon, j'aurais fait une carrière vraiment incroyable. Mais ça veut dire que quand tu es dans la perspective, tu te dis, au fond, c'est déjà là. Bon, alors dans cette banque, ça s'est très bien passé, hein, c'était très sympa. Par contre, on bossait vraiment comme des tarés, quoi. En gros, on travaillait de 8h30 le matin jusqu'à 1h ou 2h du matin. Puis
c'était un peu le rythme normal. Puis, tu vois, tu partais à minuit, t'avais l'air débile, quoi. Puis c'était un peu le rythme comme ça, puis c'était tous des trucs, des gros business, des gros deals qu'on essayait de faire, bon, tout ça, et c'était assez exaltant d'un côté. Et puis le truc qui m'a vraiment frappé, mais alors ça, je sais pas comment vous dire ce truc, c'est que, étant dans cette banque, j'avais un peu des questions de sens. J'étais là, mais purée, mais Johannes, mais t'as tout, mais t'as rien. Vous voyez un peu le truc, c'est vraiment trop bizarre de dire ça. Par exemple, genre, t'as la voiture, la copine, un peu le cercle d'amis, un peu des bacs plus 32, comme on disait, tout ça. Et puis l'appartement vu sur la tour Eiffel, machin, perspective, tout ça. Et puis pourtant, au fond de moi, une espèce de vide, un truc, et puis une solitude incroyable. Puis même, je me souviens que j'étais un peu, un soir par exemple, je faisais une grosse fête dans mon appartement, avec plein de gens justement un peu de tout ce milieu-là. Puis je me souviens très bien du gars avec qui je discutais, et puis qui en fait était consultant chez Nestlé, enfin tout ça, et puis on avait des discussions très intelligentes. Et en même temps, en moi, j'étais en train de me dire, mais Johannes, mais pourquoi t'es si seul? En fait, ce qui était fou, c'est que j'étais avec le gars. Je me dis, mais Johannes, regarde, tu discutes avec ce gars, pourquoi tu te sens si seul? C'est trop bizarre. Puis j'avais vraiment des questions de sens pas possibles. Et puis, du coup, après un moment, après une année de banque, j'ai dit à mes collègues que, enfin, j'ai fait un peu le choix d'arrêter la banque, quoi, alors que j'étais un petit peu, vous savez, comme la fusée qui chauffe les moteurs puis qui va décoller. Eh ben, j'ai dit non, mais là, il faut que j'aille chercher le sens de la vie. Puis vraiment un truc de fou, hein, c'est que dans ces métiers-là, en fait, plus c'est extrême, plus les gens, ils ont des questions de sens profondes. Puis par exemple, sur la plateforme des analystes, c'est un peu un truc comme ça. Et puis il y avait quelques analystes répartis, tout ça. À l'époque, c'est à 20 ans, quoi. Et puis il y avait des discussions pendant qu'on faisait le job, c'était sur le sens de la vie. Puis il y en a, ils disaient, il faut chercher le sens de la vie. D'autres qui disaient, mais non, on s'en fout, on se remplit la panse, puis on verra bien. Bien sûr, moi, j'étais le chef de file de ceux qui cherchaient le sens de la vie. Donc après un an, j'ai dit, bon, je vais aller étudier de la philosophie pour chercher le sens de la vie. Puis il y en avait même quelques-uns, ils m'avaient dit, mais franchement, on devrait tous faire ça, mais on n'ose pas quitter nos rails, tu sais, la course au succès, quoi. Bon. Et tout ça pour dire que là, j'étais un peu dans une période vraiment de noir, on va dire, pas la dépression, mais plutôt du flou complet, quoi. Je dis, mais c'est quoi la vie, tu vois? Puis c'est toujours un peu aussi cette question de la consommation, parce que quand tu avances dans cette vie avec de l'or, quoi, dans les mains, dans les poches, où que tu veuilles, en fait, tu te dis toujours, bah voilà, maintenant je veux ça, par exemple. J'ai voulu avoir ce poste en or à la banque, qui est vraiment super bon. Je ne vais pas dire son nom devant la caméra, parce que vraiment, c'était sympa. Hein. Eh ben, c'est une banque qui est tout dans les journaux, machin, tout ça, tous les 3 jours, bon, passons. Et tout ça pour dire que je me disais, maintenant, j'ai voulu ce poste, maintenant je l'ai eu. Puis maintenant, le prochain truc que je vais avoir, je sais pas, moi, la Ferrari, j'en sais rien. Après un moment, j'aurais bien bossé, ben, je l'aurai. Puis après, la Ferrari, je voudrais quoi? Encore un truc en plus, je l'aurai. Puis après, ça s'arrêtera où? Puis j'étais là, mais c'est quoi le sens de tout ça? Et puis vraiment, j'en arrivais à me dire, mais si c'est ça la vie, si c'est un peu absurde comme ça, bah, faut se suicider rationnellement. Hein. Je disais pas ça pour vraiment le faire, hein, pas du tout. Hein. Parce que quand même, on sent, au fond de moi, j'ai reçu plein de valeurs, puis je savais que la vie, elle était belle, etc., etc. Et puis du coup, c'est dans ce sens-là que je me suis dit, punaise, là j'arrête la banque d'affaires, et puis je vais faire une année de philosophie. J'ai trouvé justement un institut chrétien qui est ici en Suisse, et puis pour faire une année de vie communautaire, tout ça. Puis là, j'entre dans le truc un peu spécifique à moi, c'est que déjà au début, il y a un prof qui a, on va dire, il a décrit l'idée de la vie, mais en partant du haut, en partant de Dieu, tout ça, puis en répondant à plein de questions que j'avais vraiment sommeillant au fond de moi. Par exemple, la question de l'amour vrai. Tu vois, des fois, je ne sais pas si vous arrivez à vous, mais dans la vie, tu es là en train de dire, bah, au fond, on cherche tous l'amour vrai. Mais dans ta vie, tu remarques des fois, dans les mauvaises périodes, que tout est échange, quoi. C'est-à-dire, on t'aime parce que tu aimes, ou bien on t'aime parce que tu es semblable, parce que tu confortes dans tel ou tel truc, ou parce que tu apportes telle compensation affective ou autre. Puis moi, j'étais là, en fait, l'amour vrai, ça n'existe pas, ou quoi? Et puis, du coup, le prof, là, il part d'en haut et il explique, en fait, l'amour gratuit existe en Dieu et que tout part de là pour couler sur nous. Donc, c'est possible. Puis moi, ça m'a fait dans ma tête, au niveau de la tête, là, une sorte de cristallisation de tout ce que je pensais avant, toutes les questions, puis j'étais là. En fait, c'est vrai, tout ce truc. Et bon sang, là, ça m'a fait un petit peu, déjà un premier choc. Deuxième choc, punaise, j'ai commencé à m'adresser à Dieu, j'ai dit, mais si tu existes, viens dans ma vie, parce que là, je suis in the blur, quoi. Ça veut dire dans le flou, quoi.
Et effectivement, je passe un peu vite sur cet événement parce que c'est un peu aussi un peu touchy, on va dire. Mais c'est pour dire que Dieu est venu en manifestant vraiment aussi sa bonté pour moi, son amour inconditionnel. Je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas un événement purement émotionnel. Ce n'est pas un événement purement rationnel. C'est tout ça, mais c'est plus profond. Et puis en fait, ma vie a été renouvelée. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à voir vraiment ma vie, à plus être là, mais je suis quoi? Pourquoi je fais tout ce que je fais? Pourquoi je me casse les Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis en fait, là, j'ai commencé à dire, mais c'est vrai, je vois que Dieu est don. Donc moi aussi, je veux me donner. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais purée, je veux donner toute ma vie, je sais pas, par exemple pour des pauvres ou un truc comme ça. J'ai retrouvé un peu une sorte de truc de fond qu'il y avait en moi. Et qu'il y avait en moi notamment aussi à cause de mes origines, parce que justement, ma famille, c'était des gens vraiment qui ont vécu une destinée incroyable, puis qui ont aidé tellement de gens, etc. Puis moi, j'avais lu des bouquins sur eux, puis j'étais là, mais purée, mais Johannes, ça t'appelle pas tout ça? Puis en fait, genre à 16 ans, vous savez comment on est à 16 ans, quoi, un petit peu choisi la voie du, comment on peut dire, du... La rébellion. Non, alors là, ça aurait plutôt été, tu sais, un peu tout ce qui brille, tout ce qui brille, tout ce qui brille. Mais tout ce qui brille, vous savez la suite de la phrase? N'est pas or, voilà, exactement. Et puis en fait, quand tu as 16 ans, c'est tout ce qui brille. Aujourd'hui, ça existe aussi. Après, il faut quelques années de marche pour entendre la suite de la phrase « n'est pas or ». Et donc, à ce moment-là, j'avais un peu choisi « ouais, faut que je cravache ma vie pour réussir, pour être quelqu'un ». Bon, voilà, en fait, ça m'avait laissé un peu vide. Et tout ça pour dire que là, je retrouvais un peu une sorte d'intuition profonde que j'avais sur moi-même. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une communauté religieuse que j'aimais bien. Mais en fait, c'était un truc assez simple, c'est pas du tout prise de tête, quoi. En fait, c'est des lieux assez dans le rural, dans la campagne, et au fait où ils font des chantiers ou bien des jardins, et puis ils accueillent un peu des gens qui sont un peu à la marge, quoi, on va dire, ou qui cherchent un peu leur chemin, ou alors carrément qui sont dans des addictions, ou bien qui sont genre en souci psy, et qui du coup, eh bien, aimeraient un peu réussir à vivre avec ça. Puis en fait, ça fait une sorte de vie de famille très chouette, un petit peu déjanté, tout ça. Et donc, moi, déjà, toute cette belle vie de prière, puis cette vie un peu du concret, parce que, tu vois, quand tu étais à la banque, à l'époque, alors je sais pas comment c'est maintenant, hein, parce que c'était il y a 20 ans, c'était Excel, Microsoft Excel. Alors, je sais pas si... Attends, c'est les verts qui font... Les rouges. Les rouges, oui, les rouges, ils font Excel, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, j'étais crack d'Excel avec tous les raccourcis et tout. Mais en fait, c'est tout de l'estimation de la vie. C'est jamais la vie elle-même. C'est-à-dire, tu es toujours à rentrer des chiffres, t'estimes, tu fais un modèle sur la vie, mais tu n'es jamais en fait dans la vie. Là, dans cette communauté, punaise, je commence à creuser des trous, à transpirer, des trucs les plus simples de la vie, quoi. Et vraiment, ça me bénit. Je suis là, mais je commence à retrouver un peu le sens concret de la vie et tout ça. Puis après, tous ces gars qui étaient là pour être accueillis, il y avait aussi des filles, hein. Puis c'était vraiment des gens, alors ça allait. Puis je vous raconte un peu une histoire avec un. Je ne vais pas trop déborder. Hein. Donc un gars, le premier soir, il est en face de moi. Et puis moi, vous vous imaginez, je venais un peu de la bonne société, machin, avec le petit entre-soi propre à la bonne société. En gros, tu rencontres tes amis parce qu'ils sont comme toi, quoi. Alors, le gars qui était en face de moi, c'était un gars qui avait fait, je sais pas pour certains qui sont plus âgés que nous, peut-être vous ne connaissez pas, mais des technivals, vous savez, c'est des rave parties. Vous voyez ce que c'est un peu. En gros, des soirées où ils posent du son, je sais pas où, dans la montagne avec une génératrice, ils prennent beaucoup de drogue et puis vraiment ils s'explosent la tête et puis ils dansent et puis après ils sont dans des états complètement second voire tertiaire, enfin je sais pas que dire. Et au fait, lui, ça lui avait pas très bien réussi, puis il avait quand même le cerveau, allez, un petit peu grillé, puis il avait comme des obsessions. Et donc il s'assied en face de moi et puis il commence à me tchatcher pendant 2 heures de temps sans me laisser dire un mot. Sur sa grande passion, c'était Star Wars. Star Wars, voilà, bon. Et il me parle de ça, il me me dit, purée, mais comme si j'existais pas, et comme si j'étais pas là en face de lui, quoi. Puis moi, j'étais là, purée, Dieu, mais tu veux que je passe une année avec ce mec-là, ça va être impossible et tout ça. Et puis en fait, lui, je sais pas par comment ça s'est fait, mais il s'est pris d'amour pour moi, et puis j'étais son gros pote. Alors le soir, vraiment, c'était un peu le silence, tout ça, on pouvait prier, machin. Puis lui, il venait dans ma chambre, puis il venait me raconter sa vie, il continue à me raconter sa vie. Puis en fait, à la fin, on a lié une amitié un petit peu, on va dire out of the box. Ça veut dire pas conventionnel, quoi. Pas conventionnel. Ça veut dire que j'aurais jamais pu lier un contact, une vraie amitié avec un gars comme ça si j'étais resté dans mon petit monde, quoi.
Et puis du coup, lui, par après, il a fait des étapes dans la foi, puis moi j'étais son parrain, des trucs comme ça, machin. Puis on est toujours en contact d'ailleurs aujourd'hui. Il s'est d'ailleurs un peu calmé, puis il s'est marié avec une fille un peu plus âgée, puis qui a un petit peu plus de plomb dans le cervelle que lui, du coup c'est sympa, elle le cadre un peu. Mais tout ça pour dire que, en fait, moi ça m'avait touché, c'était vraiment un gars, mais pour vous dire, pardon de dire ça comme ça, hein, mais qui avait pas beaucoup pour lui. Par exemple, si je parle avec Lorraine, qui elle est super intelligente, tout ça, bah, ça fait un discours rationnel. Par exemple, je dis une idée, puis elle répond à l'idée que j'ai dit. Puis le gars là, qui s'appelait David, pas du tout, tu dis un truc, mais c'est complètement illogique ce qu'il te répond. Puis même, tu aurais beau lui prouver logiquement un truc, ça le convaincrait pas plus que tant. Parce que voilà, puis alors aussi le gars, vraiment super mal habillé, qui se sentait pas très bon, tout ça, puis un petit peu invasif, tout ça. Puis à un moment, j'étais là, puis je disais, mais Seigneur, mais si par exemple moi je l'aime pas, qui va l'aimer? Et c'est juste pour dire qu'à travers ça, j'ai un peu senti, on va dire, l'appel à essayer d'être proche des gens qui sont un peu au bord, quoi. Et puis qui ont peu de gens pour leur manifester qu'ils sont quelqu'un. Et donc ça a commencé avec ce gars-là, puis ça a commencé à vraiment un petit peu me faire vivre et tout ça. Puis c'est un peu de là que c'est parti, toute cette histoire que, au fait, finalement, bah, j'ai voulu un peu donner ma vie à Dieu et puis devenir prêtre, tout ça. Puis des fait, quand on est prêtre, je vous explique aussi un petit peu pour ceux qui ne sont pas de la foi ou qui n'ont pas la même confession ou quoi que ce soit. Hein. Après, moi, je suis très, il n'y a pas de stress. Hein. Mais pour dire qu'en gros, un prêtre, il rencontre plein de gens qui ont toutes sortes de problématiques, puis même des fois, pas forcément des problématiques, mais c'est juste que c'est des gens, ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés, simplement, quoi. Puis c'est vrai que, justement, dans notre société où on cherche notre potentiel, très souvent intellectuel, émotionnel, en fait, en réalité, 90% des gens, ils cherchent plutôt l'amour que l'intelligence, quoi. Bon, ça pour dire que moi, ça me touche beaucoup, justement, de pouvoir faire un peu toutes ces discussions. Puis c'est pour vous dire aussi une autre chose, c'est que moi, je suis pas là aussi pour dire un peu comme moi j'ai réussi en tournant, un machin, tout ça, c'est pas du tout ça, quoi. Moi, par rapport à, parlant de vous, déjà, je suis un gamin. Et en fait, en réalité, dès que j'ai commencé à marcher dans cette voie de Dieu, et puis de la foi, et puis de la communauté, là, en fait, j'ai eu plein d'échecs. Puis en fait, ça m'a, je sais pas comment dire, déjà, ça m'a beaucoup aidé à être plus moi-même, puis à être plus en compassion. Puis c'est vrai que je dirais que comme il y a un art du succès, comme par exemple ceux qui font leur CV ici, tout ça, bien sûr, il faut réussir à bien faire son truc et tout, mais il y a aussi un art de l'échec. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais eu d'échec dans sa vie, ça n'existe pas. Et en fait, tu pourrais mal vivre l'échec, parce qu'en fait, la vie, on va dire, c'est comme une bonne maman, quoi. C'est-à-dire que à la fois, elle est bonne, tu vois, elle te donne tout ce dont tu as besoin, puis en même temps, elle est ferme, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu te prends quand même des sacrés trucs, et puis, qui ne sont pas forcément du mal pur. Par exemple, moi, dans ma communauté, c'est que des exemples, hein, ça vaut ce que ça vaut. Vous savez, il y a un temps de probation, enfin un temps de noviciat, en fait, où tu apprends, tout ça, être religieux. Moi, j'étais complètement à côté de mes pompes, quoi. D'ailleurs, je suis toujours autant, puisque je n'arrivais pas à trouver le parking, enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Et ça pour dire que, vraiment, j'étais décalé par rapport à ce qui était demandé, tout ça. Puis avant, tout ça, quand c'était les examens, toujours dans ma tête, tous ces machins, ou la banque, j'avais toujours bien réussi, parce que j'arrivais toujours à m'en tirer plus ou moins en évitant la vraie vie. Puis là, tout d'un coup, que j'étais dans la vraie vie, premier examen que je rate de ma vie, examen de la vraie vie. Puis ça, justement, je dirais, ça m'a humilié, mais dans le bon sens, ça m'a fait devenir un peu plus moi-même, ça m'a fait moi un petit peu planer, ou bien, vous savez, comme il y a une injure qui dit en français, je ne sais pas si vous parlez tous bien le français, mais être une enflure, ça vous dit quelque chose? Ouais, être une enflure, c'est-à-dire être trop gonflé par rapport à sa taille réelle, quoi. Pas au sens physique, évidemment, au sens symbolique. Puis moi, je veux dire, c'était ça un peu, tu vois, un peu le gars qui se prend un petit peu pour plus que ce qu'il est. Puis ce genre d'échec, bon sang, ça a été la bonne mise à terre. Puis après ça, un autre truc qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé une maladie auto-immune, vraiment un truc assez grave, c'est la spondylarthrite ankylosante. Puis en gros, moi qui étais plein de vie et puis d'ailleurs super hyperactif, et ben en fait, je me retrouvais avec des douleurs pas possibles dans le corps et puis même des paralysies. J'ai même passé 2 ans dans une chaise. Et puis de fait, quand tu es comme ça, puis que tu as 30 balais, puis je sais pas, tu n'as plus de perspective. Après, des fois, ça nous arrive à tous, des fois dans notre vie, tu n'as plus d'horizon, tu n'as plus de trucs où
tu peux te dire, je vais faire ça. Tu n'es plus dans une fuite en avant pour te dire, je vais me réaliser dans tel ou tel truc. Et puis moi, purée, là, vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne peux plus rien faire. Je ne peux même pas, à la rigueur, taper à l'ordinateur pour écrire un livre parce que j'avais les 2 épaules gelées. C'est-à-dire que j'arrivais plus à bouger, j'arrivais même plus à cliquer. J'étais complètement immobile, quoi. Et punaise, je ne pourrais pas dire que j'ai trouvé un chemin là-dedans. Mais par contre, ça m'a permis, en fait, d'écouter des gens qui étaient dans la même situation. Parce qu'avant, ouais, super, tu veux aider les autres, machin, mais tant que tu as tout, en fait, ceux qui n'ont rien, tu ne peux pas leur parler, quoi. Mais dès que tu commences à avoir rien, d'une certaine façon, c'est trop bizarre, ça. Hein. Dès que toi-même, tu connais un peu ça, tu peux, d'une certaine façon, commencer à parler. Parce que tant que tu n'as pas été à 2 cm du sol en survie, bah, tu ne peux pas, en fait, parler de la vie réelle, parce que tu n'es jamais descendu dans les ravins de la mort, d'une certaine façon. Bon, et tout ça pour dire que là, purée, ça a été vraiment une sacrée expérience. Et puis aussi, le fait de se laisser aider, de se laisser conseiller, par exemple. Bah, vous venez ici à l'office, comment est-ce qu'on dit, cantonal de l'emploi, c'est ça? Puis justement, pour vous faire aider par les verts et les rouges, bah ça, c'est magnifique, vraiment. Parce qu'en fait, tu vois, finalement, quand tu te fais aider, d'un autre côté, t'aides celui qui t'aide. Parce que lui-même, il se réalise. Puis c'est ça un peu l'échange de la vie. Ça, c'est un peu un statement que j'aimerais dire. C'est que... Enfin, là, du coup, on est dans le potentiel, mais le potentiel profond. Hein. Là, on est dans le souterrain de nos vies, quoi. C'est que dans la vie, tu as 3 dimensions, voilà. Et puis, tu as la 4e dimension, c'est un peu, on va dire, le mode de vie ou l'esprit dans lequel tu vis ta vie. Et puis, en fait, en soi, tu pourrais vivre dans un mauvais esprit, ta vie. Puis ça, on ressent tous en nous, des fois. Je sais pas, on n'est pas bien face à la vie, on n'est pas bon face à la vie. Par exemple, tu pourrais passer ta vie dans le ressentiment. Ouais, peut-être le ressentiment, c'est un sentiment trop court, je sais pas. En tout cas, moi, par exemple, ce que je vous expliquais avant, c'est quand j'avais été vers la banque pour viser le succès, pour viser la richesse, même à la rigueur en écrasant tout ce qu'il y a autour. Pas bon esprit. Et je dirais pas ça pour faire la morale, parce qu'il n'y a rien à faire, faut qu'on essaye, quoi. De toute façon, on n'arrive pas à s'en extraire. Moi, c'est comme si la vie, elle m'avait dit, bah écoute, tu veux aller vers toute cette espèce de truc qui brille là, vas-y. Et surtout, va jusqu'au fond. Va jusqu'au fond pour voir ce que ça fait vraiment. Puis quand je suis arrivé un peu au fond du truc, j'ai dit, mais au fond, là-dedans, bah, il n'y a rien. C'est-à-dire que la vie, elle m'a corrigé sur l'esprit profond dans lequel vive la vie. Et de fait, moi, ce que je veux dire, c'est que l'esprit de la vie, c'est, on va dire, quelque chose comme le don de soi. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, et même peu importe ce que tu vis, et même peu importe les échecs que tu vis à la rigueur, tu peux les vivre dans le bon esprit qui est de les transformer en quelque chose pour les autres. Mais c'est très profond, hein, c'est pas pour dire ouais, il faut être généreux, il faut faire plein de trucs, et puis il faut donner des thunes quand t'en as. C'est peut-être même plus profond que ça, ce qui est une bonne chose aussi, hein, mais c'est pour dire, c'est un truc profond, c'est que quelle est l'idée profonde de ta vie? Parce que des fois, tu peux être, on va dire, dissocié. Soit tu es dans la méga générosité, mais aussi ça répond à un truc un peu, une angoisse en toi, bah, il faut tout donner, machin, tout ça. Ou alors au contraire, tu es là à juste vouloir te réaliser toi, et puis en fait écraser tout autour. Bah, l'un ou l'autre, non mais l'un et l'autre, parce que quand toi-même tu te réalises, bah, en fait tu peux le faire, mais ça peut être au service des autres au fond. C'est pas forcément pour écraser les autres. Par exemple, Lorraine, tu fais ce super job, bon c'est pas le lieu de t'interviewer ici, mais par exemple toi, ça te fait plaisir de faire ça, non? Ça te fait du bien. Bien sûr. Bon, alors c'est pas mal que ça lui fasse du bien, au contraire, parce que ça lui permet de donner plus pour les autres. Puis c'est ça un peu, moi ce que j'aimerais dire, c'est la 4e dimension de la vie, c'est le don de soi. Puis même des fois, où que tu sois, même dans des situations très obscures, ça peut devenir quelque chose de bon pour les autres. Et j'en viens du coup à un 2e sujet. Je peux continuer ou ça ne dérange pas? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ça va, vous suivez ou je parle trop vite ou pas? Oh là, merci, vous êtes miséricordieux. Non, franchement, j'arrive au 2e sujet. Franchement, ça, c'est un truc grave et ça, purée, j'aime vraiment taper du poing sur la table sur notre société, qu'on est trop dans tout ce qui brille. Ouais, on est trop dans tout ce qui brille. Puis vraiment, moi, je regarde le fil d'Instagram là, mais franchement, j'hallucine. Parce que c'est l'idée de la vie, purée. Mais... Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est ça. C'est que qui qu'on soit et dans quelle situation qu'on soit, on peut faire changer le monde. Mais attention, c'est pas une situation qui pue.
C'est parce que tu peux dire ça pour, cheer up, pour encourager, pour dire mais oui, mais vous êtes gentil, machin. C'est pas du tout ça. C'est que ce qu'on fait, c'est peut-être des petits trucs objectivement, mais tu sais jamais le levier que tu as. En fait, tu peux être le levier, un tout petit levier d'un énorme truc. Qu'est-ce que tu en sais? Et c'est pour dire que quoi que tu fasses, tu peux avoir un gros impact, une grosse conséquence que tu n'aurais peut-être pas escompté. Par exemple, je vous donne un exemple pour essayer d'étayer ça. Parce que par exemple, nous, dans notre communauté, on fait des petits trucs, on aide des gens qui disent voilà, on fait vraiment, mais toi t'es venu, mais on fait des chantiers, et puis il y a peu de gens. En plus, moi, des fois, je déprime. Ici, je vois, ils aident 100 personnes par jour. Chez nous, il y a 6 accueillis ou un truc comme ça, mais c'est nul. Ouais, mais attention, la question du levier, c'est peut-être plus que ce que tu crois. Par exemple, vous connaissez tous Barack Obama? Ouais. Barack Obama, ça vous dit quelque chose? 48 ans, président des États-Unis. Vous savez qui c'est sa femme? Elle s'appelle comment? Michelle, ouais. Et c'est quoi son nom de famille de jeune fille? Hein? Michelle Robinson. Ah non, est-ce que vous connaissez le papa de Michelle Robinson? Vous ne connaissez pas, hein? Il s'appelle Fraser Robinson. Et ce mec, il avait la sclérose en plaques. Et donc, Barack Obama, jeune loup, machin, il commence à sortir avec cette fille qui s'appelle Michelle, tout ça. Puis voilà. Puis lui, Barack Obama, c'est quand même un peu le gars déstructuré, pas eu de papa. Il a été bien éduqué par sa maman, tout ça. Je viens de lire un bouquin justement sur sa vie, puis tout ce qu'il raconte, tout ça, c'est hyper intéressant. C'est juste pour vous donner cet exemple. Et donc, le Barack, là, il fréquente Michelle, machin, puis un jour, il va dans la famille, puis en fait, purée, il voit ça, et en fait, il voit que Fraser, le papa de Michelle, il a la sclérose en plaques, puis qu'en fait, sa mère, elle passe sa vie à s'occuper de lui, puis que lui, il vit ça avec une sorte de sérénité, en acceptant sa pauvreté, sa faiblesse, en étant vraiment hyper digne, hyper souverain dans sa vie. Et puis en fait, le jeune Barack Obama, il débarque là, je crois qu'il a 25 ans ou 27 ans, un truc comme ça, puis il est vraiment frappé par ça. Puis il explique dans le livre qu'en fait, voir ça, ça lui a énormément changé sa vision de la vie. Or, après, il est devenu président des États-Unis, et donc ça a soulevé, il y a combien de millions d'habitants aux USA? J'en sais rien. Ouais, 100, 150, un truc comme ça? 250, ouais, bah voilà. Bon, ça pour dire qu'en gros, ça fait beaucoup de monde et que ce gars, il a influencé ces 250 millions de personnes. Et qui l'a influencé avant lui? Un gars obscur qui avait juste la sclérose en plaques et qui l'a vécu dignement, Fraser Robinson. C'est pour dire, tu vois, tout ce que tu fais, même à la rigueur, tu fais un truc dans la rue, quelqu'un qui t'a jamais connu, il te voit, il se dit, bah ça suffit déjà pour donner ce que tu as. Puis c'est pour ça que moi je dis que même nos échecs, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas être tout ce qui brille est or, pas du tout. Parce qu'en fait, des fois, justement, dans ton échec, tu montres un truc, une résilience, c'est un mot qui est très à la mode, hein, un truc de fou qui, en fait, inspire des gens qui, à la rigueur, vont en inspirer des millions, quoi. C'est pour ça que, moi, c'est un peu aussi un truc que j'aimerais dire, c'est cette question du levier. C'est qu'il ne faut jamais mépriser sa vie en disant « Ouais, moi, de toute façon, tout est waste dans ma vie, puis j'arrive à rien, puis de toute façon, il n'y a pas d'horizon. » Pas du tout, en fait, parce que tu ne sais pas le levier que tu as. Tu ne sais pas ce que tu pourras faire en faisant tes petits trucs, quoi. Ça va jusque-là, vous voyez ce que je veux dire par le levier? Ok, bon. Ensuite, j'ai un autre truc à dire. C'est sur la passion, sur, en fait, comment trouver, en fait, qu'est-ce que je dois faire profondément? Parce que, bien sûr, les trucs, on va dire, épidermiques qu'on fait, ou visibles, ou apparents, superficiels, par exemple, Lorraine, bah, tu fais ça, quoi. Tu fais... No limit. Et puis c'est quoi le deuxième truc? Lift. Lift, voilà, c'est exactement, trop fort. Et puis Inspire aujourd'hui, ça correspond à un truc qui est plus profond en elle. Ça correspond à une sorte de... Pardon, je suis en train de lire ta vie, purée. Ça correspond à un truc qui est très au fond d'elle, puis qui correspond à une passion de fond. Puis c'est très difficile de trouver ça, en fait. Puis des fois, tu vois, quand t'es ado, tu slalomes, puis il y a plein de passions, parce qu'on a tous 1000 passions. En fait, il y a un truc à élaguer. Il y a un truc à émonder, il y a un truc à nettoyer, quoi, pour qu'en fait, toutes les fausses lumières, elles se calment un peu, puis pour que tu puisses voir profondément. Puis en fait, ce que la vie a mis de plus profond en toi, c'est d'une manière ou d'une autre, en tout cas une passion pour l'autre, d'une manière ou d'une autre. Hein. Après, je sais pas, hein, ça ne veut pas forcément dire un métier où on est généreux directement, pas forcément, mais simplement un peu une façon de vivre la vie envers les autres. Puis c'est vrai que ça, alors, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut travailler en soi pour réussir à... En fait,
trouver en fait quel est le fond profond où la vie t'attire, quoi. Voilà. Donc ça, la question du potentiel, justement, moi je trouve qu'elle est tout entière là. C'est que la vie, au fond de nous, elle a donné à tous un truc brûlant au fond. Mais c'est pas facile de trouver ce truc brûlant au fond. Et des fois, vraiment, tu dois te prendre plein de murs, un mur à gauche, un mur à droite, un mur à gauche, un mur à droite, un mur à gauche, etc., etc. À la fin, tout ce zigzag, ça te donne un peu comme une ligne, puis qui commence, on va te dire, à marcher droit. Voilà. Bon. Puis j'aimerais peut-être encore rajouter un dernier point, puis après... Après, on fait des questions. Ouais, si vous voulez. Hein. Donc, oui, c'est ça, il est 11h30, ça va. On a Donc, plein de temps. Le truc aussi, c'est, comme je disais, que avec la vie qui, des fois, nous joue presque la clacothérapie, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez cette thérapie, c'est un nouveau truc. Vous savez, il y a la thalassothérapie, on connaît tous plein de thérapies. Mais la thérapie de la vie, c'est aussi un peu la clacothérapie, c'est trop bizarre. Des fois, ça te frustre, quoi. Ou ça te fait pas aller où tu pensais, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Puis des fois, on est fâché sur sa life. On est fâché sur ce qu'on vit, on s'aime pas soi-même, tout ça, tout ça. Puis je sais pas si même vous avez remarqué un autre truc qui est trop bizarre dans notre vie, c'est que soit on s'aime trop, soit on s'aime pas du tout. Vous êtes d'accord ou bien? Et ça, c'est très difficile de s'aimer soi-même, mais à la juste mesure. Ça, vraiment, c'est hyper difficile. Et moi, je me rends compte que, je lui dirais avec une image, c'est un peu un symbole. C'est, en fait, on veut être tout, quoi. On veut être Dieu, parce qu'on a de la convoitise en nous. Puis en fait, on est vexé, et après on dit « Ouais, mais je suis rien ». En fait, tout ou rien. Ben non, mais t'es quelqu'un. C'est entre deux, en fait. Mais c'est très difficile d'être dans cet entre-deux, de s'accepter comme bah, je suis pas tout, bah, j'ai pas rien non plus. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a ce lieu qui nous accueille. Juste ça, une bonne reconnaissance, ça aide à dire bah, qu'on s'aime tel qu'on est, et y compris même avec nos échecs, nos trucs comme ça. Bah, c'est simplement des trucs à assumer pour dire bah, je suis pas tout, mais en même temps, j'ai pas rien non plus. Je suis quelqu'un. Et de fait, nous, des fois, on est un peu dans cette espèce de truc bipolaire que tu veux t'exalter et pof, tu te prends le plafond, puis après, pof, tu tombes au sol, etc. Bah non, bah, sois une personne humaine, c'est un peu un entre-deux. Puis avec ce juste amour de soi, parce que c'est pas un amour idéal, c'est un amour réel, c'est qu'on a un peu le... Tu sais, t'as toujours une vision de toi un peu idéale, puis tu veux toujours atteindre la vision parfaite de toi et être vraiment au top, et puis être adolescente alors que tu as 50 ans, enfin j'en passe, etc., etc. Eh ben, ça c'est le moi idéal. Bon, merci beaucoup, ça tire un peu en avant, ça fait avancer, mais sauf qu'à un moment aussi, il faut arriver à qui t'es vraiment, parce que sinon justement, tu te prends toujours des plafonds, et puis le sol, puis le plafond, puis le sol, puis le plafond, puis le sol, voilà. Puis en fait, ça c'est un truc, ça requiert, je dirais un mot, c'est une certaine humilité. Ça veut dire, ben, je suis moi-même, je suis pas tout, mais je suis pas rien. Puis c'est déjà magnifique d'être donné à soi-même. Donc voilà, moi, je dis un peu tous ces trucs comme ça, un peu en vrac. Après, je sais pas si vous, ça vous fait un peu réagir, ou bien même à la rigueur, vous n'êtes pas d'accord avec des trucs, ou bien que ça vous a choqué, parce que moi, je dis un peu des trucs comme ça, mais je sais pas très bien qu'est-ce que ça vous dit, quoi. Ou alors, ou d'autres remarques, ou d'autres témoignages. Merci beaucoup.